Merci, Monsieur le Président. Le point arrive donc aujourd'hui et c'est un plaisir pour moi de prendre un peu le temps de répondre depuis plusieurs semaines et mois à des injonctions et finalement des fausses informations sur ce qu'est cette loi, puisque de toute évidence, il semblerait que beaucoup dans cet hémicycle ne l'aient pas lu. J'entends une loi qui fragilise le statut, une loi contre les conquêtes sociales, une loi régressive, une loi du démantèlement du service public. Bon, la loi transformation de la fonction publique, c'est plus de 50 articles, dont un seul d'ailleurs, sur les 1607 heures dont nous reviendrons après. Mais permettez-moi quand même de contextualiser cette loi dont vous parlez et que vous méconnaissez complètement. Cette loi, c'est d'abord de nouveaux droits aux agents, de nouveaux droits aux agents, avec de nouvelles perspectives professionnelles. C'est aussi, cette loi, une plus forte autonomie des employeurs publics, de chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les maires. Autonomie que vous avez sans cesse à cœur de gagner par rapport à l'omnipotence de l'État. Et enfin, c'est une loi qui permet aussi de redonner de l'attractivité au métier de la fonction publique. Dans cette loi, il y a 5 titres. Comme vous la méconnaissez, je vais quand même prendre le temps de vous dire de quoi je parle quand je parle de l'autonomie des employeurs publics, quand je parle de nouveaux droits aux agents, ou quand je parle d'attractivité des métiers, histoire que quand même on ait un socle commun pour avoir ce débat. Un premier titre sur le dialogue social, avec la création des instances uniques et la portée juridique qui est donnée aux accords majoritaires qui sont conclus en local. C'est une petite révolution. C'est une petite révolution parce que cela, mesdames et messieurs les maires, vous permet d'avoir un dialogue direct avec vos agents et vos représentations. Et si vous avez un accord local qui passe, eh bien, il pourra s'appliquer sans plus avoir sans cesse à en référer à un cadre national. Deuxième titre, sur la gestion des ressources humaines. Nous avons créé les contrats de projet. À titre d'exemple, lorsque vous avez un gros projet, par exemple, de création de ZAC, que sais-je, au lieu d'avoir à recruter un titulaire dont vous ne saurez que faire au bout de quelques années, puisque le projet sera terminé de ZAC, eh bien là, vous allez pouvoir le recruter pour un temps donné, le temps de monter cette ZAC. Ça vous donne de la compétence sans vous engager sur un contrat de titulaire. Pardonnez-moi, mais je pense que cela vous sera très utile. Il y a aussi un enjeu de prime de précarité. Je vous rappelle que la prime de précarité, c'est ce texte. Vous savez, tous ces agents qui travaillent de vacances en vacances, au périscolaire, dans les cantines, dans les ménages, qui sont d'ailleurs à 90% des femmes, et je sais que vous savez de qui je parle quand je parle de ces agents. Ceux-là, certains d'entre vous les embauchent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans en CDD. C'est irresponsable, c'est de la précarité. Eh bien, cette loi permet de reconnaître et de rendre visibles ces invisibles et de leur donner une prime de précarité. C'est dans cette loi, c'est un droit nouveau. C'est aussi la prime collective pour le mérite d'une équipe tout entière, quand elle se mobilise, par exemple, sur le déneigement, nuit et jour, le week-end, et qu'ils sont là, eh bien c'est une prime collective qui est aussi autorisée dans ce texte de loi et qui avant n'existait pas. C'est la fin de la notation individuelle, mais c'est aussi le droit à la déconnexion. Oui, Serge Agent, c'est le droit à la déconnexion, cette loi. Ça n'existait pas avant. Sur le titre 3, transparence et équité, plus de déontologie, notamment pour les hauts fonctionnaires. Qui dans cette salle n'a pas crié au scandale lorsqu'il y a des mobilités un peu obscures? Cette loi permet cette transparence des hauts fonctionnaires sur leur mobilité. Et dans ce chapitre-là, l'enjeu des 1607 heures sur lequel je reviendrai. Un quatrième titre sur la transition professionnelle. Figurez-vous que grâce à cette loi, lorsque vous êtes en CDI dans une collectivité et que vous changez de collectivité, vous avez le droit de garder le CDI. C'est une portabilité du CDI et de l'ancienneté qui est rattachée. C'est un droit acquis, c'est un droit nouveau. De la même façon que la formation, le compte formation est pérennisé, il est devenu portable lui aussi. On ne perd pas l'ancienneté, on ne perd pas les droits à formation. Ça, c'est un droit nouveau qui est dans ce texte. De la même façon, vous êtes titulaire, vous avez un projet personnel de création d'entreprise ou que sais-je, eh bien, la rupture conventionnelle qui est expérimentée vous permet de partir avec une prime, avec un petit pécule qui vous permet de partir sur un nouveau projet professionnel. Et plutôt, et vous le savez, ça aussi, mesdames et messieurs les maires et les maires, voilà, eh bien, que lorsqu'on a un agent
qui est en surplus, dont on ne sait plus quoi faire, ou même les relations parfois interpersonnelles deviennent compliquées, et vous ne savez plus dans quel service le mettre, vous avez peur de le mettre au centre de gestion parce qu'il vous coûte 2 fois plus cher pendant les 2 premières années, eh bien la rupture conventionnelle aujourd'hui est possible. Ça ne l'était pas avant, vous pouvez négocier avec lui ce départ. Enfin, un 5e titre, pour renforcer l'égalité, pardon du peu sur les acquis sociaux en termes de droits, mesdames et messieurs. Le plan égalité femmes-hommes qui est rendu obligatoire dans chaque collectivité, ça c'est nouveau aussi. Le signalement obligatoire avec des référents sur les violences sexistes et sexuelles, ça aussi c'est cette loi, ça aussi c'est un droit nouveau. La suppression du jour de carence pour les femmes enceintes, et vous saviez combien, si vous avez un peu suivi le texte, je suis contre l'instauration du jour de carence, contre l'avis d'ailleurs du gouvernement avec qui je travaille. Cela n'empêche pas d'avoir un avis personnel sur le sujet. Pour les femmes enceintes, suppression du jour de carence. Le droit d'avancement et promotion maintenue. Pardon du peu aussi, Madame Verret, Monsieur Semanaz, pendant le congé parental, eh bien, ces droits d'avancement et de promotion sont maintenus. Qui l'a voté? Nous. C'est un droit nouveau acquis pour les agents. Et enfin, le renforcement des droits pour les personnes et les agents en situation de handicap. Là aussi, des droits nouveaux. Alors, le procès en fragilisation du statut, en baisse de conquête sociale, en loi régressive, en démantèlement du service public, c'est de la politique politicienne qui ne se base pas sur le fondement du texte. Vous n'avez pas lu le texte, vous ne savez même pas de quoi il s'agit dans ce texte. Donc ça, c'était mon premier point. Et oui, je sais, je ne vais pas faire court. Deuxième point, concernant les 1607 heures. Donc, un article parmi plus de 50 dans ce texte majeur de gains de droits pour les agents publics. Je vous rappelle que l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, des régions de France, France urbaine, dont d'aucuns se revendiquent très régulièrement politiquement, et tous les autres représentants des élus territoriaux ont unanimement et sans réserve approuvé ce dispositif obligatoire dans la loi sur les 1607 heures. Vos représentants, mesdames et messieurs, ont donné leur aval pour que l'on indique l'obligation des 1607 heures dans le texte de loi. Je le rappelle quand même à chacun d'entre vous. Je rappelle aussi les avis depuis 20 ans maintenant, récurrents, y compris sur notre territoire, de la Cour régionale des comptes et de la Cour des comptes, qui systématiquement, quand ils contrôlent vos budgets, vous ont rappelé depuis 20 ans qu'il y a un sujet sur les 1607 heures. C'est quelque chose que vous ne découvrez pas. Et enfin, à titre d'exemple, je vous cite que quand même, le département de l'Isère est aux 1607 heures depuis 2014. Eh oui, depuis 2014. Donc vous ne découvrez pas le sujet et il était temps effectivement que cela avance. Alors que dit la loi sur les 1607 heures? Eh bien, figurez-vous, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent aussi, qu'il s'agit de faire travailler les fonctionnaires 35 heures par semaine. Voilà, mesdames et messieurs qui nous regardez, chers collègues, de quoi quand même on va passer certainement 2 ou 3 heures à discuter aujourd'hui et dans chaque enceinte qui a décidé de faire de la politique politicienne. Il s'agit juste d'indiquer dans un règlement et de modifier l'organisation du temps de travail pour que les agents de la territoriale travaillent 35 heures par semaine. Voilà le sujet. En sus, l'objet de la loi, c'est quand même aussi vis-à-vis des Français dans le privé qui, eux, sont d'ores et déjà, et depuis les années 2000 aux 35 heures, un enjeu de justice et d'équité entre les agents publics et les Français salariés du privé. Évidemment que cela concernera dans une moindre mesure le travail de nuit, le travail du dimanche et les enjeux de pénibilité. Le texte le prévoit, il y a évidemment des décotes possibles de pondération eu égard à la pénibilité de certains métiers ou des horaires difficiles. Cela va de soi. Et lorsque les agents, je le redis aussi, travaillent plus de 35 heures par semaine, là encore, je leur dis à ceux-là, comme à vous en tant qu'employeur public, l'obligation de déclarer et de payer les heures supplémentaires ou les heures complémentaires. Donc, de deux choses l'une, soit ils travaillent plus que 35 heures et il faut rémunérer ces heures supplémentaires ou complémentaires, soit ils travaillent moins et il faut rectifier cela. Ce n'est pas quand même très compliqué, me semble-t-il. En Isère, plus de 2/3 des communes qui se sont exprimées vis-à-vis de la préfecture sont déjà aux 1607 heures et 3/4 des EPCI sont déjà aux 1607 heures en Isère. Et vous êtes à 10 minutes.
Tout à fait. Et Voilà. c'est pas grave, ça me paraît quand même important. Je m'en prends plein la figure, Monsieur le Président. Ça ne vous donne pas de droit particulier vis-à-vis de la règle qu'on s'est donnée collectivement, mais... Je sais bien. Voilà, je le signale juste parce que je ne vous vois pas forcément regarder les écrans. Donc, je me permets juste de dire quel est le temps qui passe. J'ai l'horloge juste derrière vous, Monsieur le Président, que je vous regarde et je vois bien le temps qui passe. Et j'arrive à mon dernier point avant la conclusion. Donc, vous voyez, ça va aller assez vite. Concernant la proposition qui est faite aujourd'hui au Conseil métropolitain, nous arrivons dans le vif du sujet. Il est certes, dans une certaine mesure, plus respectueux cette proposition est plus respectueuse de l'esprit de la loi que, par exemple, la proposition examinée en Conseil municipal de la ville de Grenoble, ce lundi. J'en conviens, mais quand même, chercher à placer ces fameuses 20 minutes de pause entre midi et 2, en temps de travail, à le faire passer pour finalement éviter de trop froisser ou les effectifs ou les syndicats, tout ça me paraît quand même assez absurde. En revanche, l'alternative et les différents scénarios que vous avez proposés, qui va jusqu'aux 39 heures par semaine, sont très intéressantes. Moi qui n'ai de cesse de plaider pour l'annualisation du temps de travail, on y voit là un dispositif tout à fait intéressant pour adapter les agendas de chacun en fonction prioritairement du besoin de service public et secondairement de l'agenda personnel de l'agent. En revanche, 3 questions. Quid de la prospective sur les 70 équivalents temps plein qui devaient être récupérés? Je n'ai pas entendu d'analyse sur ce point de la part de Mme Verret. Quid du mérite collectif qui n'est absolument pas posé alors que c'est un levier de négociation qui aurait pu être très intéressant? Quid aussi, et c'est annexé à la délibération, de la négociation sur le pacte complémentaire d'amélioration sociale dont vous dites qu'il est suspendu? Il me semble très important qu'il puisse au contraire aboutir. Une remarque enfin sur la pénibilité, avec l'enjeu des 8 critères de pénibilité que j'ai trouvé assez pertinents. En revanche, ce qui m'échappe, c'est que certains postes vont avoir 4 critères sur 8, tandis que d'autres vont subir 8 critères sur 10. Et ces 2 types de postes vont avoir finalement la même décote. On peut regretter qu'il n'y ait pas une forme de progressivité. Plus la pénibilité est complexe, plus la décote pourrait être forte. Je crois qu'on aurait pu avoir cela. Et enfin, bien sûr, vis-à-vis de l'avis de la préfecture, on voit bien là aussi, et je vais m'adresser à ce titre plutôt aux agents en guise de conclusion, pour leur dire quand même ceci. Entre le fait d'essayer de gratter, et je m'adresse à vous, chers agents de la métropole, en étant moi-même fonctionnaire territorial, donc je sais ce que c'est, en essayant de gratter 20 minutes pendant le temps de pause, en essayant de faire passer l'habillage et le déshabillage dans le temps professionnel. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous nous donnez envers tous les Français? D'aller finalement trouver des subterfuges pour ne pas rattraper les 35 heures par semaine. Mais moi, je suis fonctionnaire comme vous et je me bats depuis des années pour le renforcement et la pérennisation du statut, pour lutter contre la précarité dont certains élus, pas tous, mais certains, usent et abusent, contre ceux qui affirment que nous serions inutiles, trop nombreux et feignants. Et depuis plusieurs années, je me bats, y compris dans ma majorité, pour convaincre que l'approche numéraire, le fameux nombre de fonctionnaires, n'est absolument pas la bonne approche pour parler de service public, et que l'État et ses services ont aussi bien des choses à apprendre de notre savoir-faire dans la territoriale. Donc, de grâce, évitez de participer à enrichir, à alimenter le fonctionnaire bashing en voulant sans cesse esquiver un travail qui doit être autant de travail de tous les Français, à savoir 35 heures par semaine. Pour toutes ces raisons, et vous voyez, j'ai terminé, Monsieur le Président, notre groupe votera contre ce projet de délibération, car il ne répond pas à l'esprit de la loi, même si des marges de manœuvre existent encore, et peut-être que nous aurons à avoir des améliorations ou des avancées dans ce règlement intérieur. Merci beaucoup.